Alors, l'échographie. L'échographie, on lui demande beaucoup depuis plusieurs années. L'importance, le fardeau du risque périnatal posé sur les épaules de l'échographiste depuis l'affaire Perruche, encore une histoire d'infection, mais par rubéole, celle-ci, il y a une vingtaine d'années, a placé les échographistes dans une position tout à fait délicate, a imposé un cahier des charges extrêmement bien strict maintenant et complet, un des plus complets qu'on puisse faire dans le monde, hein, et en Europe en particulier pour la France, avec 3 échographies fortement recommandées, une au premier trimestre, dont le but est éventuellement d'une part de préciser le calendrier obstétrical de cette grossesse, d'autre part de dépister les anomalies chromosomiques, une deuxième échographie dite morphologique, où le cahier des charges de l'examen détaillé du fœtus est tout à fait conséquent et contient les items qui pourraient éveiller l'attention sur l'infection ACMV, et une écho du 3e trimestre qui est réalisée entre 30 et 34 semaines d'aménorrhée, donc 1 mois et demi avant le terme, et qui, elle, est elle aussi morphologique, donc en particulier l'examen cérébral, et puis surtout un examen biométrique qui pourrait permettre éventuellement de dépister les petits fœtus. Eh bien, ces échos, on lui attribue, en raison de l'importance de l'examen, le Haut Conseil a décrété, et il n'y a pas d'autre référence à trouver, puisqu'il n'existe aucun article dans la littérature française ou internationale permettant de dire que l'échographie va repérer la plupart des fœtus avec une pathologie grave liée au CMV. Il n'existe aucun article publié dans la littérature, quelle que soit la langue. En revanche, il existe plusieurs articles, et pas seulement récents, qui montrent que l'échographie, même bien faite, de dépistage des anomalies fœtales, ne va pas repérer plus qu'un 1/5 ou un quart. Et on a l'impression que plus on avance, moins elle en repère, puisque celle qui en repérait un quart était une étude italienne publiée il y a plus de 10 ans. Et celle que nous avons menée en repère encore moins. L'échographie non alertée ne va pas repérer les infections graves. C'est un mythe, et c'est un des fondements du refus d'instaurer un dépistage par la sérologie. Et alors que l'inverse est prouvé, c'est-à-dire que si on sait que le fœtus est infecté par le CMV, ou qu'on sait que sa mère a fait une primo-infection, ce que vous avez ici, les deux premières lignes de ce tableau, ultrasound screening, donc dépistage échographique d'une population d'enfants symptomatiques avec des séquelles diagnostiquées à la naissance. Vous voyez que la performance de l'échographie ici, c'était la valeur prédictive positive, c'est-à-dire si on trouve un signe, c'est un CMV, si on n'en trouve pas, ça n'en est pas un, et bien on se retrouve avec une sensibilité de 1/2, donc on jette un peu une pièce en l'air ici, on en perd la moitié. Si on prend maintenant une population qui a eu un diagnostic, donc on sait que le fœtus est infecté, et qu'on regarde cette même sensibilité, elle est presque de 100% sur le pronostic, et la valeur prédictive négative, c'est-à-dire une écho normale, une imagerie normale pour un fœtus dont on sait qu'il est infecté, on avoisine également 100%. Alors c'est l'échographie plus l'IRM, mais on met en jeu des techniques d'imagerie qui vont permettre de rassurer dans la quasi-totalité des cas. Et pour les risques de séquelles sévères, on se retrouve avec une sensibilité importante, une valeur prédictive positive qui est pas énorme, mais comme pour tous les examens d'imagerie. En revanche, une sensibilité et une valeur prédictive négative, c'est-à-dire un pouvoir de rassurer, qui est tout à fait conséquent. Donc, en résumé, on ne trouve que ce que l'on cherche, et parmi les dizaines d'items du cahier des charges de l'échographie détaillée prénatale au 2e ou 3e trimestre, le CMV et sa cohorte de signes qui sont énumérés ici, et qui sont tous accessibles à l'échographie, ne fait pas partie de ce cahier des charges, d'une part, et d'autre part, l'infection
et ses manifestations, l'histoire naturelle de l'infection est suffisamment variable et évolutive pour qu'à un instant T où cette femme enceinte aura son échographie, le signe qui pourrait attirer l'attention soit aura disparu parce que cette fugacité est souvent le cas des signes du deuxième trimestre, ou ne sera pas encore apparu. Et donc, il ne faut pas attendre, quoi qu'on fasse. Bien sûr qu'il faut améliorer la connaissance du CMV et la prise de conscience autour du CMV auprès des échographistes et de ceux qui prescrivent les échographies, mais l'échographie ne sera pas une réponse satisfaisante au dépistage et encore moins au diagnostic des fœtus qui seront des enfants avec des séquelles lourdes. Anne-Hélène, vous avez parmi les familles des échographies bien faites et des enfants lourdement handicapés? Tout à fait, c'est mon cas. Donc ma fille a une polymicrogyrie. Donc c'était une infection préconceptionnelle et avec un suivi échographique 12, 22, 32, les 3 échographies. Et elle n'a pas été vue pendant la grossesse alors que sa malformation cérébrale est sévère. Mais la polymicrogyrie est un échec de l'échographie, y compris de l'échographie de l'expert. Parce que même dans les deux dernières lignes de ce tableau, l'échographie est en échec vis-à-vis de la polymicrogyrie. Et c'est parce qu'on sait que le fœtus est infecté, parce qu'on a fait une amniosynthèse qui a amplifié le DNA du virus, qu'on va demander une IRM qui, elle, va rectifier le tir de l'échographie. Et c'est 1 fois sur 4 que l'IRM va être parlante, en particulier avec les polymicrogyries, alors que l'échographie bien faite du cerveau fœtal aura été considérée comme normale. Alors le diagnostic il se fait par amniosynthèse, donc les recommandations ne parlent pas beaucoup du diagnostic, elles parlent beaucoup du dépistage et du pronostic qu'on ne pourrait pas faire, mais elles ne parlent pas du diagnostic qu'on peut faire dans 100% des cas, qui sont révélés par une primo-infection maternelle, puisqu'il suffit de faire une amniosynthèse. L'amniosynthèse est encore un peu trop diabolisée, et en particulier dans ses recommandations. Le risque de l'amniosynthèse, tel qu'il a été établi il y a 2 ans en France, sur une population de près de 2500 femmes, est un risque de fausse couche de moins de 1 sur 1000. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être connu des patients potentiels. Sa sensibilité, sa spécificité est de 100%. Est-ce que ça veut dire pour tout autant qu'une amniosynthèse négative faite au bon moment, c'est-à-dire après un délai suffisant de 8 semaines après l'infection maternelle, une amniosynthèse négative pourrait ignorer une infection? Elle ne l'ignore certainement pas, mais l'infection fœtale peut avoir lieu après que l'amniosynthèse ait été faite en étant négative. Et dans ces cas, de plusieurs études, dont celle que nous avons menée en commun avec une équipe de Jérusalem, a montré qu'aucun, et toutes les études sont sur les mêmes résultats, aucun des enfants nés infectés après une amniosynthèse faite au bon moment qui était négative, aucun de ces enfants nés n'a de séquelles neurosensorielles à l'âge de 2 ans. Aucun. Et très rare qu'en médecine on puisse dire 0 ou 1, mais là c'est 0.